Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire qui vous est proposé par le handicap PACA du FIPHFP sur un sujet phare, la retraite des agents handicapés dans la fonction publique. Pour ce webinaire, alors Thierry Allemand, directeur territorial au handicap, est malheureusement souffrant et ne peut pas se joindre à nous. Je vous propose pour ces 2 heures de faire intervenir des spécialistes, des experts de ce sujet de la retraite. Nous avons autour de nous Yves Vucco-Crézo, manager du pôle service retraite de la CARSAT Sud-Est, accompagné d'Aurélie Cristelli, chargée de projet, CARSAT Sud-Est. Catherine Silva, elle, est chargée de relations clients sur la partie Ircantec. Sylvie Bordillon pourra être amenée à intervenir et répondre éventuellement à certaines questions, toujours du côté de l'Ircantec. Et puis nous avons également Frédéric Debat, qui est chargé de relations retraite à la direction des politiques sociales de la CNRACL. Moi-même, donc Nora Pourchet, responsable projet, et puis à la technique, William Bassina, chargé de communication. Alors, les temps forts de ce webinaire, nous avons en préambule quelques définitions et grands principes. Ensuite, nous introduirons le sujet de la retraite pour le fonctionnaire handicapé. Comment est-ce que ça se passe également pour le départ à la retraite des non-tutelaires qui sont en situation de handicap. Et enfin, nous terminerons par les contacts utiles qui pourront vous servir. Et nous répondrons bien évidemment à vos questions dans les temps impartis. Très bien. Alors, en préambule, pour bien délimiter la thématique, vous avez ici à l'écran 4 mots clés, 4 termes qui recouvrent des notions juridiquement bien distinctes et qui donnent accès à des droits différents en matière de retraite. Le handicap, qu'est-ce que c'est? L'inaptitude, l'invalidité et l'incapacité. Donc ces définitions, je ne vais peut-être pas m'y attarder, mais c'était important, il nous a paru important au moment de préparer ce webinaire, de vous les repréciser pour bien rester au cœur du sujet. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole aux intervenants qui vont vous présenter le paysage de la retraite en France. Alors, je vous laisse prendre la parole. Donc, c'est moi qui vais commencer. Donc, je suis Catherine Silva, comme Nora vous a présenté. Je suis chargée de relations clients pour la partie Ircantec. Je vais couper ma caméra pour optimiser la bande passante. Je suis à vous tout de suite. Donc, aujourd'hui en France, le système obligatoire de retraite repose sur le principe de la répartition. C'est-à-dire que les cotisations versées aujourd'hui sont utilisées pour payer les retraites en cours. Nous avons différentes catégories de régimes de salariés et ils sont classés en 4 catégories. Donc, première catégorie, nous avons les régimes de base de la mutualité sociale agricole qui concernent les salariés du secteur agricole et l'assurance retraite de la CARSAT pour les salariés du privé et les contractuels du public. Première caractéristique des régimes de base, c'est qu'ils fonctionnent par trimestre. Donc, les salariés et les employeurs cotisent et en contrepartie, la sécurité sociale attribue des trimestres sur leur compte de droit. Deuxième caractéristique, les salaires soumis à cotisation sont plafonnés. Donc, aujourd'hui, le plafond mensuel, il est de 3 428 €. Aujourd'hui, un salarié qui perçoit mensuellement 4 000 €, il cotisera à hauteur de 3 428 € pour sa retraite de base. Deuxième catégorie de régime, donc on va parler des complémentaires qui viennent, eux, s'ajouter à la retraite du régime général. Donc les salariés du secteur privé cotisent à l'AGIRC-ARCO et les salariés du public cotisent, eux, à l'IACANTEC. Ces régimes de retraite complémentaires fonctionnent par points et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir plus loin. Enfin, nous avons la catégorie des régimes spéciaux qui concernent les salariés des grandes entreprises à statut particulier.
Donc, qui sont alignés sur les régimes de fonctionnaires. Là, on parle des entreprises comme RATP, EDF, Comédie Française, Opéra de Paris. Pour terminer, nous avons la catégorie de régime de fonctionnaires qui englobe régime de base et complémentaire et qui fonctionne par annuité. Donc SRE, CNRACL, FSPOI, donc qui concerne les ouvriers d'État. Enfin, les fonctionnaires, eux, cotisent sur une partie de leur régime indemnitaire à la retraite additionnelle de la fonction publique. Donc c'est un régime qui fonctionne également par points. Donc voilà, je vous ai présenté donc le paysage actuel de la retraite en France pour les salariés. Aujourd'hui, il existe 37 régimes de retraite et qui englobent aussi les régimes pour les non-salariés. Donc je passe la main à Aurélie. Merci. Merci Catherine. Bonjour, Aurélie Cristelli de la CARSAT. Comme Catherine, je vais couper ma caméra pour faciliter nos échanges. Je vais vous parler du relevé de carrière. Donc le relevé de carrière concerne tous les régimes. Qu'est-ce que c'est un relevé de carrière? C'est le récapitulatif de votre parcours professionnel et de certaines interruptions de carrière. Il est alimenté par les employeurs et les organismes auprès desquels vous avez été rattaché, et ce depuis l'âge de vos 16 ans. Il doit y figurer les salaires, comme l'a dit Catherine, soumis à cotisation vieillesse dans une première colonne, et dans la suivante, vous allez y voir les trimestres. Il faut savoir que ce sont les montants qui déterminent le nombre de trimestres. Dans cet exemple, dans l'année 1989, par exemple, vous remarquerez qu'elle ne valide qu'un seul trimestre. Pour chaque année, il y a un salaire de référence. En 2022, par exemple, il faut 1 585 € pour valider un trimestre, soit 6 340 € pour en valider 4. On vous l'a dit, les salaires sont plafonnés, ce qui veut dire qu'on ne peut reporter au-delà de ce qui a été fixé par décret. Le relevé de carrière, donc, est alimenté par les salaires, mais il doit également y figurer les trimestres dits sans contribution. Ces périodes ne valident que des trimestres, mais pas les montants. On va y retrouver le service militaire, les périodes indemnisées par la CPM, telles que la maladie ou l'invalidité, quelle que soit la catégorie. Pour ceux qui auraient effectué une activité à l'étranger, des trimestres peuvent également être attribués. Enfin, des trimestres pour enfants vont apparaître au nombre total du relevé de carrière. Selon la compétence, ce sont les régimes de retraite qui vont vous les valider au regard de vos documents. J'entends livret de famille, jugement d'adoption. Toutes ces situations doivent y figurer. Et au moment voulu, les organismes de retraite vont vous demander de le vérifier et de confirmer l'exactitude des informations qui y sont mentionnées. La conformité de votre relevé de carrière va être déterminante pour le point de départ à la retraite et pour le calcul, notamment dans la prise en compte des meilleures années. Ici, vous avez le panorama des services en ligne que la CARSAT du Sud-Est vous propose. Donc, régulièrement, la CARSAT s'enrichit de nouveaux services. Et pour ne vous en citer que quelques-uns, on peut, quand on est actif, consulter son relevé de carrière, tout régime confondu, estimer le futur montant de votre retraite via l'outil Marel, déterminer le point de départ de votre retraite. Depuis le printemps dernier, vous avez à votre disposition le service Préparer ma retraite avec l'agenda retraite. C'est un service qui, sur simple inscription, vous alertera à des dates clés dans vos démarches. Bien entendu, une fois retraité, vous pouvez consulter la date des paiements, le montant à déclarer auprès de l'administration fiscale, changer vos coordonnées, etc. Aurélie vous a parlé de l'espace personnel de l'assurance retraite. Pour les agents non titulaires et contractuels, il existe un espace qui s'appelle MAREP. Donc, vous voyez à l'écran, donc c'est Ma Retraite Publique. Cet espace mis à disposition par la Caisse des dépôts pour les agents fonctionnaires contractuels, donc qui permet aux agents de consulter leur relevé
et de vérifier leur carrière, tout régime confondu. Donc là, vous avez donc un aperçu de l'espace personnel Ma Retraite Publique qui offre un parcours personnalisé à l'agent en fonction de son âge et de sa situation. Donc depuis sa page d'accueil, l'agent retrouve son parcours et il a accès aux services suivants qui sont regroupés en 4 thématiques. Ma carrière, mes simulations de retraite, ma demande de retraite, mes documents. De plus, il peut accéder au tutoriel de sa caisse de retraite, prendre contact ou encore consulter et mettre à jour ses coordonnées ainsi que son mot de passe. Et bien sûr, pour plus de fonctionnalités et un accès sécurisé, il faudra privilégier une connexion via France Connect. Je passe la main maintenant à Frédéric. Merci. Bonjour à tous. Donc moi j'interviens au titre de la CNRACL, donc qui est la caisse de retraite des agents des collectivités locales, à savoir bien tous les agents territoriaux et hospitaliers. Donc là je vous présente mais en fait tout simplement la formule de calcul d'une pension de fonctionnaire. Donc pour l'instant, évidemment dans l'attente d'une future réforme, mais pour l'instant c'est les paramètres qui sont en cours et puis je pense que la formule n'a pas lieu d'évoluer. Bien on multiplie 75% du dernier traitement par le nombre de trimestres effectués dans la fonction publique divisé par le nombre de trimestres requis pour ma génération. Vous savez que chaque génération a un nombre de trimestres requis. Et donc, en fait, pour avoir la totalité de la pension de fonctionnaire, c'est-à-dire 75% de son dernier traitement, eh bien, il faudrait avoir bien le nombre de trimestres de fonction publique égal au nombre de trimestres requis. C'est-à-dire que s'il me faut pour ma génération 168 trimestres, si j'ai la totalité des trimestres dans la fonction publique, eh bien, je vais obtenir ce taux de 75% du dernier traitement. Si par contre, j'en ai, admettons, que la moitié, c'est-à-dire que j'ai, par exemple 84, si on reste sur 168 trimestres, si j'ai la moitié de ma carrière dans la fonction publique, eh bien, je vais diviser les 75% par 2. Donc c'est-à-dire que je n'aurai plus que 37,5% de mon dernier traitement indiciaire. Voilà, donc c'est vraiment proportionnel à ce que j'ai fait dans la fonction publique. À savoir que si j'ai pas une carrière complète, bien sûr, que les pensions du régime général viendra s'additionner à la pension de fonctionnaire. Donc ça, c'est la première étape du calcul. Et puis, on a une deuxième étape, c'est en fait, on va suivant si j'ai effectué moins ou plus de trimestres que le nombre de trimestres requis, et si j'ai dépassé ou non l'âge légal de la retraite, qui est de 62 ans pour le moment, eh bien, ma pension pourra être soit minorée, soit majorée, bien en fonction bien des trimestres manquants ou des trimestres effectués au-delà de 62 ans. Donc ça, c'est pour la partie principale de la retraite de fonctionnaire. Et puis viendra s'ajouter à cette retraite de fonctionnaire une retraite additionnelle que vous connaissez certainement. Voilà, tous les fonctionnaires cotisent à la RAFP, au régime additionnel de la fonction publique, depuis 2005. C'est-à-dire que c'est une cotisation qui est calculée en fonction des primes. C'est limité. Et en fait, voilà, ça attribue des points tous les ans. Et en fin de carrière, au moment où on demande sa retraite, eh bien, ça sera restitué sous forme, suivant le nombre de points acquis, ça sera soit sous forme d'un capital, si on a moins de 5 125 points, soit sous forme d'une rente mensuelle. Et ça viendra s'ajouter à la pension de fonctionnaire. Voilà pour la partie fonction publique. Concernant le calcul de la retraite au régime de la CARSAT, il y a quand même des similitudes. Vous retrouvez les 3 éléments déterminants pour le calcul d'une retraite. Dans un premier temps, il y a la moyenne des 25 meilleures années, que l'on va appeler le salaire annuel moyen. C'est le résultat, comme je vous le disais, de la moyenne des 25 meilleures années, mais pas nécessairement. Si vous n'avez pas 25 ans d'activité au régime général, ne seront retenues que les années qui génèrent à minima un trimestre. Cette moyenne va être multipliée par un taux. Au régime général, il est variable entre 37,5 et 50%. 50%, c'est le taux maximum que l'on peut appliquer. Nous l'appellerons le taux plein. Et comme le disait Frédéric, ce calcul va être proratisé
en fonction des années que vous avez effectuées au régime général. Donc, dans un premier temps, multiplié par le nombre de trimestres régime général, divisé par le nombre de trimestres requis en fonction de votre génération. À ce calcul s'ajoutera une majoration de 10% pour les hommes et pour les femmes dans la mesure où vous avez eu à minima 3 enfants. Bien entendu, un système de surcote apparaît pour toute activité travaillée au-delà de l'âge légal de 62 ans. Comme pour mes collègues, un système de retraite complémentaire AGIRC-ARCO viendra s'ajouter à ce montant de retraite CARSAT. Donc, merci Aurélie. Donc, je vais reprendre la main. Précédemment, quand je vous ai présenté le paysage de la retraite en France, je vous disais que l'IACantec est un régime par points. Et il y a plusieurs moyens d'obtenir ces points à l'IACantec. Tout d'abord, on obtient des points par cotisation. Les agents et les employeurs cotisent sur les salaires. Les employeurs nous déclarent chaque mois désormais et l'IACantec calcule les points de retraite à partir de ces salaires. Donc, il y a possibilité aussi d'avoir des points gratuits qui sont obtenus lors de toute interruption d'activité due à des périodes de maladie, maternité, accident du travail, chômage et aussi pour élever des enfants. Enfin, il y a des points par validation. Là, on parle de rachat des points des périodes non cotisées avant 1973, qui est en fait la date à laquelle la retraite complémentaire est devenue obligatoire pour tous les salariés. À savoir que c'est un dispositif qui est en train de disparaître puisque les générations qui partent à la retraite aujourd'hui ont commencé à travailler après 1973. Donc, en tant qu'employeur, vous avez sûrement déjà vu des imprimés rouges, donc état des services à valider. Donc, on parle justement de ce type de validation. Donc, prochain slide, on va voir rapidement les paramètres de calcul pour la retraite IACantec. Donc, à l'écran, comme vous voyez, on prend le nombre de points acquis à l'IACantec multiplié par la valeur du point, qui est aujourd'hui de 0,51211 centimes, et on obtient le montant annuel brut de la retraite. Et sur ce montant brut, on applique les prélèvements sociaux à hauteur de 10,10%. Je passe la parole à Aurélie. Merci. Merci Catherine. La retraite personnelle, dans le principe, elle se demande à l'âge légal de 62 ans. Au cours d'un entretien, nous allons vérifier avec vous que vous puissiez obtenir votre taux plein. Votre taux plein, je vous le rappelle, c'est 50% de la moyenne de vos meilleures années. Pour pouvoir l'obtenir, il y a 3 conditions. Soit vous avez les annuités, c'est-à-dire la durée d'assurance fixée par décret en fonction de votre génération. Soit vous avez 67 ans, vous aurez automatiquement le taux plein. Soit une troisième condition, pour des raisons médicales, nous les évoquerons un peu plus tard. Vous pouvez obtenir votre taux plein sans attendre 67 ans et même si vous n'avez pas les annuités. Je vous laisse prendre connaissance au regard de ce tableau du nombre de trimestres qu'il vous faut en fonction de votre génération. Donc la deuxième colonne fait état de l'âge légal de la retraite. Actuellement, nous sommes sur du 62 ans. Et la troisième colonne du nombre nécessaire de trimestres qu'il vous faut pour l'obtention de votre taux plein. Et l'âge d'obtention du taux plein automatique à 67 ans. Comment faire votre demande? Comme je vous le disais, nous allons vous recommander d'avoir un entretien préalable avec nos services, au moins 1 an à l'avance. Nous allons vous conseiller et vous faire les calculs de votre future retraite afin que vous preniez votre décision. Ensuite, il faut constituer le dossier au moins 6 mois avant cette date.
Je vous recommanderais de le faire sur Internet, sur notre site de référence, l'assurance retraite. Comme l'ont dit mes collègues, c'est un service qui est sécurisé avec des mots de passe France Connect. Plus tard, nous verrons les autres canaux de communication. Je vous laisse la parole concernant le départ en retraite du fonctionnaire handicapé. Tout à fait. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque c'était un peu le thème du jour. On a vu un petit peu généralement comment ça se passait pour la retraite, et puis on va voir que pour les assurés handicapés, eh bien, il y a des particularités. En l'occurrence, un départ anticipé. On va voir dans quelles conditions. Mais avant ça, je voudrais vous parler de petits, puisque vous êtes des employeurs publics, de petites particularités concernant l'activité des fonctionnaires handicapés. Donc la première particularité, c'est que bien, il y a un décret qui précise que les périodes de contractuels effectuées en tant que fonctionnaire, enfin en tant que salarié handicapé, peuvent être pris en compte pour la retraite de fonctionnaire, bien sûr effectuées auprès d'un employeur public, peuvent être pris en compte pour la retraite. Ils doivent même être pris en compte pour la retraite de fonctionnaire. Donc à savoir qu'il y a une démarche à faire pour l'employeur, c'est qu'il va falloir qu'il procède à la régularisation de ses services. Alors la régularisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un basculement des cotisations. Ces périodes-là, en tant que contractuels, ils ont été cotisés au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Et en fait, il va falloir tout simplement basculer ces cotisations vers la CNRACL ou le régime de l'État pour les fonctionnaires d'État. Donc là, les modalités, eh bien c'est très simple, l'employeur, il envoie un courrier pour préciser avec le nom de l'assuré et son numéro de sécurité sociale. Et en retour, pour la partie CNRACL toujours, il recevra un dossier nominatif à compléter. Et à l'issue duquel, eh bien, il y aura certainement une petite facture ou pas, en fonction des cotisations annulées et des cotisations à alimenter sur le compte individuel de la CNRACL. Voilà pour cette particularité. Alors, il y a une deuxième particularité sur l'écran suivant, c'est la surcotisation. Donc la surcotisation, c'est la possibilité, alors elle existe pour tous les fonctionnaires, possibilité en fait de cotiser un supplément pour la retraite pour avoir que le temps partiel soit transformé en temps plein pour la retraite. À savoir que pour le droit commun, il faut s'acquitter d'une partie de la part patronale, ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires handicapés, puisqu'en fait, on va leur proposer de prendre ces services, alors jusqu'à 8 trimestres sur la carrière, à un taux de retenue au taux normal. Voilà, c'est une petite particularité pour les fonctionnaires handicapés. Donc si on veut, si un petit exemple, si j'ai bien 4 ans, à 50 et bien si je veux valider 4 ans à 100 pour la retraite, j'ai la possibilité, si je suis handicapé, de surcotiser pour ces 8 trimestres. Voilà pour le petit exemple. Et donc là, pour les modalités, eh bien, il faut simplement que l'assuré s'adresse à son employeur. Par contre, c'est impératif qu'il fasse la demande en même temps que sa demande de temps partiel ou que sa demande de renouvellement. Pour que ça soit légal en fait, voilà, on peut pas le faire a posteriori. On peut pas dire bien, 2 ans plus tard, dire bien je souhaite que ça soit pris en compte à 100 ça sera pas possible, la demande doit être faite en même temps. Voilà pour ce temps partiel pour les fonctionnaires handicapés. Alors on va passer à maintenant la demande de retraite, Sachez qu'il y a un départ anticipé, spécifique, aux fonctionnaires handicapés. Alors c'est un départ en fait qui n'est pas réservé qu'aux fonctionnaires, Je pense que tout à l'heure, Yves, Aurélie et Catherine vous en parler aussi, pour les non titulaires, C'est un départ, commun à plusieurs régimes. Et donc qui va permettre, eh bien, aux assurés handicapés, de partir un peu plus tôt à la retraite, parce qu'on considère tout simplement que c'est plus dur pour eux, au quotidien. Et donc, bien, il y a la possibilité de partir avant avec une compensation, avec une majoration de pension qui va permettre de pas trop avoir de décote, d'avoir une pension presque normale. Alors on va rentrer dans le détail de ce dispositif.
Voilà, donc les conditions, c'est être âgé d'au moins 55 ans, être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50%, ou d'avoir la qualité de qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 décembre 2015. C'est-à-dire qu'après à compter du 1er janvier 2016, on ne prend plus en compte cette RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, pour partir à ce titre-là. Voilà, on prend que les périodes avant le 31 décembre 2015. Et puis, il va falloir aussi justifier, mais ça, en fait, moi, je ne vais pas vous en parler. Comme c'est les mêmes conditions, on s'est un peu réparti les tâches, et donc c'est plutôt le régime général qui vous en parlait, mais c'est exactement les mêmes conditions. Donc, on va passer à l'écran suivant. Alors, par contre, moi, je vais détailler un peu la condition de handicap. Bon, c'est ce que je viens en fait de vous dire, c'est que la RQTH, voilà, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on ne peut la prendre que jusqu'au 31 décembre 2015. Voilà, et donc maintenant, les conditions de départ après le 1er janvier 2015, puisque la loi a changé fin 2014, et donc à compter du 1er janvier 2015, il faut un handicap de minimum 50%. Voilà pour la condition de handicap. Alors pour justifier des pièces, pour justifier du handicap justement, parce qu'en fait c'est ça qui va faire l'examen du dossier, un examen attentif du dossier, c'est qu'on va regarder les justificatifs de handicap. Donc ces justificatifs, vous les retrouvez tous sur la circulaire CNAV du 23 octobre 2018, qui sert à tous les régimes. Et donc parmi lesquels, eh bien, vous retrouverez la carte d'invalidité, évidemment, les décisions de la Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées, qui sont notifiées par la MDPH. Et puis, il y a pas mal de justificatifs. Je vous invite, si vous avez ce type de dossier à gérer, ou si vous avez un agent qui souhaite partir à ce titre-là, et qui doit vous fournir des pièces, je vous invite tout simplement à lui fournir cette circulaire. Il y a absolument le détail de toutes les pièces. Alors pour la CNRACL, quand vous avez un agent qui souhaite partir à ce titre-là, on invite les employeurs à effectuer une demande d'avis préalable. Alors à savoir qu'on a mis à disposition sur la plateforme PEPS, je pense que tous les employeurs publics qui ont territoriaux hospitaliers ont accès à cette plateforme. Donc vous avez cet outil à disposition. Et on préconise de faire l'année qui précède le départ, presque un an à l'avance. On préconise d'envoyer le dossier avec toutes les pièces, pour être sûr que l'agent puisse partir à ce titre-là. En effet, le problème qui peut se poser sur ce type de dossier, c'est qu'un agent n'ait pas forcément bien des justificatifs sur l'intégralité de sa carrière, parce que tout simplement, il avait un poste aménagé, il n'avait pas besoin forcément d'une carte de handicap à un moment donné de sa vie, et donc il n'a peut-être pas fait renouveler l'intégralité des documents. Alors il se trouve que il y a une commission qui peut, s'il y a des périodes manquantes, s'il y a des périodes lacunaires. Donc là, on va voir ça sur l'écran suivant. Voilà, pour les périodes lacunaires, eh bien, on va saisir la CNAV, qui est compétente en la matière. On va la saisir pour, bien s'il manque jusqu'à 30% de périodes, on va envoyer toutes les pièces à cette commission CNAV pour qu'elle statue sur bien la reconnaissance sur ces périodes qui n'ont pas de justificatif. Donc c'est important de l'envoyer avant. Vous voyez qu'il y a quand même, ça peut nécessiter quelques semaines, quelques mois pour l'examen d'un dossier. Donc il est préférable de s'y prendre quand même relativement à l'avance. Voilà pour la commission CNAV. Alors, il y avait, je vais pas parler, bon, mais c'est pas grave, il y a des conditions quand même, pour qu'on puisse saisir cette commission CNAV, c'est qu'il faut que l'incapacité permanente soit au moins égale à 80%. Donc ça concerne effectivement plutôt des handicaps lourds, des gens qui effectivement peuvent être handicapés de naissance et qui n'ont pas forcément besoin de justificatif. C'est aussi pour ça que cette commission statuera facilement sur leur dossier.
Voilà, alors pourquoi partir au titre de fonctionnaire handicapé? Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 62 ans, hein, qui ont, sur un poste normal ou sur un poste aménagé, qui n'ont pas forcément envie de partir à ce titre-là. Donc à savoir, voilà, on a répertorié quelques petites différences avec une pension normale. C'est que, par exemple, hein, pour percevoir le minimum garanti, eh bien, il n'y a pas nécessairement la durée d'assurance à taux plein à atteindre. C'est-à-dire que pour le pensionné de droit commun, pour avoir une pension calculée sur le minimum garanti, il faut avoir atteint son taux plein, c'est-à-dire les trimestres requis pour sa génération. Eh bien, ça ne sera pas forcément le cas pour un fonctionnaire handicapé, même s'il n'a pas, on va quand même comparer sa pension calculée sur l'indice des 6 derniers mois. On va le comparer avec cette table du minimum garanti, à savoir, on lui versera le plus intéressant des deux. Donc ça, c'est une première particularité de la pension fonctionnaire handicapé. Et puis il y a une deuxième particularité, alors, si on peut revenir sur l'écran d'avant, voilà. Deuxième particularité, c'est que la pension n'est pas soumise à des cotes si le taux d'incapacité est d'au moins 50% à la radiation des cadres. Alors pourquoi on a précisé? Puisqu'en fait le départ, c'est effectivement, il faut être handicapé à 50%, sauf que c'est pas forcément nécessaire d'avoir les 50% au jour de la radiation des cadres, mais pour la décote, oui. Pour la décote, il faut avoir 50% de handicap au jour de la radiation des cadres. Et puis dernière particularité, c'est que la pension est assortie d'une majoration de pension, hein, qui se calcule eh bien, en fonction des années aussi de salarié en tant que salarié handicapé. Donc cette majoration de pension, voilà, on vous a mis la formule, c'est 1/3 de la multiplié par la durée en constitution du droit, divisé par la durée en liquidation. Alors là, bien sûr, cette majoration, c'est spécifique aux fonctionnaires, cette formule-là toujours. Et donc au final, bah, si l'agent en fait, il a la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas de temps partiel ou qu'il a une carrière complète, en fait, ça va faire 1/3 de pension supplémentaire. Dans la limite quand même, il y a une limite, c'est 75% du dernier traitement. Voilà, en gros, si vous voulez, cette majoration, ça va lui permettre eh bien, de partir avant en ayant une pension presque complète, hein, voire quasi complète. Voilà pour la majoration. Alors on va passer sur les dispositifs pour un agent alors qui serait, on va dire, qui aurait eu un accident du travail ou qui aurait une maladie professionnelle ou un accident de trajet. Et donc qui va se retrouver, qui n'a pas forcément les trimestres en tant que fonctionnaire handicapé et qui peut quand même prétendre, voilà, s'il n'est plus apte à exercer fonction, il peut prétendre à un départ anticipé aussi au titre de son invalidité. C'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler. Alors avant ça, avant de parler de cette retraite, on va dire définitive, je vais vous parler, j'ai 2 petits écrans là pour vous parler, vous connaissez certainement, l'indemnisation pour un salarié qui est, un fonctionnaire qui a eu un accident, de service, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, et donc qui peut quand même reprendre ses fonctions. Il va avoir droit à une allocation temporaire d'invalidité. Donc ça, c'est simplement pour vous le rappeler, hein, que ça existe, hein, que c'est une indemnisation qui fait suite à son préjudice. Voilà, donc pour cette allocation temporaire, alors là, on n'est plus dans la pension, on est vraiment, alors vous savez, tout à l'heure, Nora vous a présenté les termes. Là, on est dans l'inaptitude temporaire. Donc les conditions pour cette allocation temporaire, eh bien, il faut que ça soit imputable au service, hein. Il faut que l'agent soit bien titulaire de la fonction publique et qu'il formule sa demande auprès de son employeur dans un délai d'1 an après la consolidation des séquelles et à la reprise des fonctions. Voilà, donc ça, c'est important. Vous retrouverez toutes ces informations, si vous avez le cas, vous trouverez toutes ces informations sur notre site internet de la CNRACL. Voilà pour l'allocation temporaire. Donc là, on va passer sur la pension définitive, c'est-à-dire que bien mon fonctionnaire
eh bien, il n'est plus apte à ses fonctions et il n'a pas pu être reclassé sur un poste adapté. Donc dans ces cas-là, eh bien, lui-même ou l'employeur peuvent proposer à cet agent de partir pour invalidité, hein, d'avoir une retraite définitive, hein, qui ne sera pas révisée à l'âge légal. Il va partir vraiment et c'est sans condition d'âge, hein, sans condition de durée de service non plus, et sans taux minimum d'invalidité. C'est-à-dire que la seule condition, c'est de ne plus être apte à ses fonctions, hein, et de ne pas avoir pu être reclassé. Donc cette pension, eh bien, elle pourra être assortie d'accessoires, hein, qui sont, la rente d'invalidité. Ça, c'est en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle et d'une majoration pour assistance, tierce personne. On va voir dans le détail après quels sont ces accessoires. Alors voilà, les conditions d'attribution de cette pension d'invalidité, eh bien, c'est avoir été titularisé, bien sûr, être titulaire, hein, avoir bénéficié des congés pour raison de santé statutaire, hein, donc ça, vous les connaissez, c'est congé maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé longue durée, éventuellement CITIS, hein, si c'est un accident du travail. Et autre condition vraiment impérative, c'est d'avoir contracté l'infirmité ou qu'elle se soit aggravée durant une période valable pour la retraite de fonctionnaire. C'est-à-dire que si j'avais une invalidité avant mon entrée dans la fonction publique et que je ne peux pas prouver en fait que mon incapacité s'est aggravée durant mes années de service de fonctionnaire, eh bien je ne vais pas pouvoir bénéficier de cette pension d'invalidité. Ah, donc c'est important à savoir et donc si c'est l'inverse, eh bien je pourrais effectivement partir à ce titre-là, si je suis inapte, de manière absolue et définitive à l'exercice de mes fonctions ou de toute fonction. Alors la différence entre les 2, c'est que si je suis inapte à toute fonction, eh bien j'y ai forcément, droit à cette retraite. Si je suis, inapte juste à mes fonctions, eh bien il faut que l'employeur, fournisse un justificatif comme quoi il a essayé de me reclasser sur un autre poste. Voilà pour les conditions d'attribution de la pension d'invalidité. Alors comment vous devez faire si vous avez un agent qui est invalide avant l'âge de la retraite? Eh bien, en fait, il va falloir vous y prendre bien le plus tôt possible, hein, parce que c'est des dossiers qui sont assez longs, en longueur de traitement. Ça demande des allers-retours, ça demande un passage aussi au conseil médical. Donc ça, c'est à l'employeur de demander à ce que son agent passe en conseil médical. Et il a pour ça des formulaires qui sont mis à sa disposition sur le site internet de la CNRACL. Donc une fois que le conseil médical a émis un avis favorable, eh bien, la CNRACL va examiner le dossier, va renvoyer cet avis favorable, va émettre elle aussi son avis favorable heu, pour que l'agent puisse partir. Et c'est à ce moment-là que vous aurez la possibilité de radier des cadres l'agent définitivement. Les avantages de cette pension, alors avantages ou particularités, hein, on a présenté ça comme des avantages, mais c'est des particularités surtout parce que je pense pas que ça soit un avantage d'être invalide. Donc voilà, les particularités, c'est que, en cas, d'invalidité qui est imputable au service, hein, donc accident du travail ou maladie professionnelle, eh bien, on retiendra le dernier indice même s'il n'y a pas les 6 mois, hein. C'est une petite différence avec les pensions normales. Si le taux d'invalidité est supérieur à 60, eh bien, l'agent aura au minimum 50 du dernier traitement d'activité, quelle que soit la durée de ses services de fonctionnaire, hein. Même s'il devient inapte au bout d'1 an, eh bien, si son invalidité est supérieure à 60 ou égale à 60, eh bien, il aura au minimum 50 de son traitement. Pareil que pour, les pensions de fonctionnaires handicapés, le droit au minimum garanti, voilà, sans condition de trimestre et puis pas de décote non plus sur ce type de pension. Alors les accessoires qui sont liés à cette pension, heu
la rente d'invalidité, en fait, eh bien, c'est tout simplement si c'est dû à un accident du travail et que l'assuré, en fait, touchait déjà peut-être une ATI, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, une allocation temporaire, hein, suite à son accident du travail, et puis qu'à un moment, il soit obligé de partir à la retraite pour invalidité, eh bien, il pourra continuer de percevoir son ATI, mais sauf qu'au moment de la retraite, ça va se convertir en rente d'invalidité. Voilà, et puis si l'inaptitude définitive est due à un accident de service ou un accident de trajet ou une maladie survenue dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément eu une ATI, hein. Ça veut dire que si au moment, admettons que ça soit un accident de trajet, que ça soit qu'il soit inapte à ses fonctions du jour au lendemain, voilà, il n'y a pas eu l'examen d'une allocation temporaire d'invalidité. Donc là, on va lui reconnaître tout de suite à la mise en retraite pour invalidité, on va tout de suite lui attribuer une rente d'invalidité en complément. Voilà, c'est pareil pour la maladie professionnelle. Et puis le deuxième accessoire de la pension d'invalidité, ça va être, ça je pense que c'est commun à plusieurs régimes aussi, c'est la majoration tierce personne. Voilà, c'est dans le cas où le pensionné, eh bien, il est dans l'incapacité d'accomplir les actes de la vie courante, hein, c'est-à-dire vraiment se lever, se nourrir, se laver, eh bien, on considère qu'il faut lui attribuer des moyens supplémentaires pour avoir quelqu'un à ses côtés. Et donc, cette majoration tierce personne, elle s'élève à 1 263 € au 1er juillet 2022, et c'est vraiment particulier à la pension d'invalidité. Oui, c'est Yves, donc Yves Bucco-Réseau, hein, donc je travaille à la CARSAT, à la direction retraite. Donc, je prends le relais pour les dispositifs de départ de retraite anticipée pour les personnes non titulaires, hein, donc salariés du privé. Donc, on va commencer par parler du dispositif qui s'appelle retraite pour compensation d'une incapacité permanente. On appelait ça il y a quelques années les retraites pour pénibilité. Donc, bon, ça a changé de nom parce qu'entre-temps, on avait créé un compte qui s'appelait pénibilité pour pas que ça fasse confusion. On a changé de nom et donc cela s'appelle retraite pour incapacité permanente. Alors, pour l'apercevoir, donc il faut souffrir d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, à l'exception de l'accident de trajet. Donc, à ce moment-là, on peut faire une demande de retraite pour incapacité permanente dès l'âge de 60 ans. Hein, sachant que la retraite, l'âge légal, c'est 62 ans. Donc, la retraite pour incapacité permanente permet à certains assurés de partir à la retraite dès 60 ans et de bénéficier du fameux taux plein, quelle que soit la durée d'assurance. Donc, sont concernés les assurés qui ont cotisé au prix du régime général des salariés, du régime des salariés agricoles et du régime des non-salariés agricoles. Donc, les conditions pour bénéficier d'une retraite pour incapacité permanente, vous devez justifier d'une incapacité permanente résultant donc d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, avec un certain taux. 3 cas de figure sont possibles. Le cas numéro 1, vous percevez une rente pour accident de travail avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20%. Donc, vous pouvez déposer une demande de retraite pour incapacité permanente, accompagnée d'un questionnaire de justificatif de votre incapacité. Cette demande va être soumise au médecin conseil régional de la sécurité sociale. Ce dernier est chargé de vérifier si les lésions qui ont entraîné le versement de votre rente accident de travail sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Si tel est le cas, votre demande de retraite pour incapacité permanente est acceptée. Cas numéro 2, vous percevez une rente pour maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20%. Donc, à ce moment-là, vous déposez votre demande de retraite pour incapacité permanente. Il n'y aura pas de passage devant un médecin conseil. Troisième cas, vous percevez une rente maladie professionnelle ou accident de travail avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10% et inférieur à 20%. Donc, vous pouvez déposer une demande de retraite pour incapacité permanente si vous avez été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risque professionnels et aussi si votre incapacité est due à votre travail.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par facteur de risque professionnel? C'est tout ce qui est contrainte physique marquée, comme la manutention de charge, les postures pénibles. C'est celles liées au rythme de travail, comme le travail de nuit, le travail répétitif, ou la pénibilité au titre de l'environnement agressif, hein, c'est-à-dire quand on est en contact avec des agents chimiques, on travaille dans du bruit, avec beaucoup de bruit. Donc, cette durée d'exposition de 17 ans peut être accomplie dans tous les régimes de base. Hein. Ce n'est pas nécessairement qu'au régime général. C'est dans tous les régimes de base français et même dans les États de l'Union européenne. Donc, dans ce cas-là, hein, quand on est dans le cas numéro 3, c'est-à-dire qu'on a une incapacité qui va entre 10 et 20%, cette demande de retraite est soumise à l'avis d'une commission spécifique. Donc, cette commission pluridisciplinaire va vérifier votre exposition au risque professionnel pendant 17 ans et le lien entre cette exposition et votre incapacité pendant toute cette période. Donc, vous voyez, c'est un peu plus difficile hein, lorsque la rente est entre 10 et 20%, il y a un peu plus d'obstacles, je dirais, à passer. Donc, à noter que hein, l'incapacité permanente due à un accident de trajet n'ouvre pas droit à la retraite pour incapacité permanente. Cette retraite pour incapacité permanente, elle n'est pas cumulable avec une pension d'invalidité. Et les incapacités permanentes reconnues pour un accident de travail ou une maladie professionnelle survenue avant le 1er avril 2002 pour les non-salariés agricoles sont exclues du dispositif. Alors après, on va parler des démarches. Donc, cette retraite n'est pas attribuée automatiquement. C'est à vous d'en faire la demande en remplissant un formulaire de demande de retraite pour incapacité permanente. Et il faudra la transmettre à votre caisse régionale, à votre CARSAT, 6 mois avant la date de départ choisie. Donc, si vous avez cotisé au régime général et au régime des salariés agricoles et des non-salariés agricoles, vous n'avez qu'une seule demande à déposer pour obtenir vos retraites dans ces régimes. Hein. Donc, il faudra joindre à cette demande un questionnaire complété avec les rentes, vos taux d'incapacité, votre carrière professionnelle, vos notifications de rente, maladie professionnelle ou accident de travail, votre notification de taux d'incapacité permanente si vous avez une indemnisation du régime agricole et tout ce qui est une notification de consolidation médicale. Voilà en ce qui concerne la retraite pour incapacité permanente qu'on appelait auparavant retraite pour pénibilité. Donc maintenant, alors pour le départ anticipé, je vais faire très vite hein, parce que Frédéric l'a brillamment exposé. Hein, on a les mêmes, donc ce sont les mêmes conditions. On a les mêmes conditions. Il faut réunir une certaine durée totale d'assurance, justifier une certaine durée d'assurance cotisée. Donc par cotisé, on entend des trimestres soumis à activité, c'est-à-dire que dans les cotisés, on ne prend pas tout ce qui est trimestre de maladie, de maternité, d'accident de travail, de service militaire, d'invalidité, d'accord? Et ce qui est très important, il faut justifier pendant ces durées exigées d'un taux d'incapacité permanente de 50%, mais il faut justifier pendant ces périodes d'assurance d'une condition de handicap. C'est là que cela peut poser problème. Alors, peut-être on va passer sur la diapo suivante où on a un tableau qui explique un peu qu'est-ce qu'on entend par durée exigée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, parce que souvent, hein, nous, quand on reçoit des personnes, les personnes nous disent, par exemple, ça fait 5 ans que j'ai un taux d'invalidité de 50%. Est-ce que je peux partir en retraite en départ anticipé travailleur handicapé? Alors, on leur dit que malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'il faut justifier du handicap depuis au moins 20 ans si vous voulez partir à 59 ans. Hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric, on peut partir dès l'âge de 55 ans. Mais plus on part tôt, plus il faut avoir eu son taux de handicap. Hein. Donc, si vous voulez, pour prendre un petit exemple, une personne, par exemple, qui est née en 63, qui voudrait partir en départ anticipé, un travailleur handicapé à 59 ans, il faut qu'elle ait son handicap depuis au moins 88 trimestres. Donc, 88 trimestres, ça veut dire 22 ans. Hein. Si vous avez votre handicap depuis 10 ou 15 ans, vous ne pouvez pas partir en départ anticipé travailleur handicapé. Hein, si cette même personne veut partir à 55 ans,
il faut qu'elle ait son handicap depuis 108 trimestres. Donc, ça veut dire depuis 27 ans. Et donc, vous voyez que c'est un dispositif. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent bénéficier de ce dispositif travailleurs handicapés parce qu'ils ont quelquefois le handicap depuis la naissance et qui travaillent. Hein. Ça, nous, on le voit dans les personnes qui travaillent, par exemple, dans des ESAT. Hein. Mais voilà, il n'y a pas que… Bon, je ne rajouterai pas ce qu'a dit Frédéric, hein, qui a bien expliqué tout le dispositif. Donc, au niveau du régime général, ce sont les mêmes conditions. La seule chose à bien comprendre, c'est que ce taux de handicap hein, de 50%, on doit l'avoir au moins depuis une vingtaine d'années si l'on veut partir à 59 ans et au moins depuis 27 ans si l'on veut partir en départ anticipé dès l'âge de 55 ans. Alors, pour faire la demande, hein, Frédéric vous l'a expliqué, c'est le dernier régime qui étudie le départ anticipé travailleurs handicapés. Donc, si votre dernier régime, c'est le régime des fonctionnaires, vous voyez avec ce régime. Si c'est la CARSAT, vous déposez votre dossier auprès de la CARSAT. Alors, on ne fait pas sa demande de retraite tout de go. Hein, ça se fait en 2 étapes. Première étape, on fait une demande de régularisation de départ anticipé travailleurs handicapés. C'est nous donc qui allons vous dire si vous avez droit à ce dispositif. On vous enverra en même temps l'estimation de votre retraite et une demande de retraite, retraite handicapée. Et donc, ça se fait en 2 temps. Une régularisation, on vous envoie une attestation et plus tard, si vous rentrez dans les conditions, on vous enverra une demande de retraite. Alors, nous, on recommande à la CARSAT de faire sa demande entre 9 et 12 mois. Surtout si vous n'avez pas les justificatifs, hein, parce qu'il faut des justificatifs précisant votre handicap. Quelquefois, peut-être vous n'aurez toujours pas ces justificatifs. Il faudra les réclamer à la MDPH, hein, la Maison départementale des personnes handicapées. Ça peut prendre du temps. Donc, prenez-y-vous facilement 9 mois avant. Alors maintenant, on va parler de la pension d'invalidité au niveau régime général. Le statut d'invalide. Donc, au niveau régime général, les pensions d'invalidité sont payées par les caisses primaires. Hein, les caisses primaires paient les pensions d'invalidité. Il y a 3 catégories, la 1, la 2, la 3. Bon, la 3, c'est catégorie, c'est pension d'invalidité plus majoration tierce personne. Donc, ces personnes perçoivent la pension d'invalidité jusqu'à 62 ans. À 62 ans, ces personnes sont censées passer à la retraite. Donc, ils reçoivent un signalement de la caisse primaire les invitant à déposer une demande de retraite auprès de la CARSAT. Seules peuvent s'opposer au passage à la retraite les personnes qui exercent une activité. Donc, cette retraite est liquidée, bon, c'est le mot que nous disons, et calculée au taux plein. C'est une retraite pour inaptitude au travail. Ces personnes auront une retraite à taux plein pour raison médicale, sans passer, bien sûr, par une visite médicale, parce qu'ils étaient titulaires d'une pension d'invalidité. Donc ça, c'est le statut d'invalide qu'on appelle automatique, qui a également un taux plein pour raison médicale de façon automatique. Ce sont les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé. Donc, ces personnes également passeront la retraite à 62 ans, à taux plein, quel que soit leur nombre de trimestres, pas en raison de leur statut médical. Alors après, il y a des personnes qui n'ont pas de pension d'invalidité, qui n'ont pas d'allocation adulte handicapé, mais qui ont des problèmes de santé. Donc, ces personnes pourront faire auprès de la CARSAT une demande de retraite au titre de l'inaptitude. Alors, je regarde la diapositive. Il est noté, les personnes en longue maladie peuvent demander leur retraite à taux plein au titre d'inaptitude. Pas nécessairement en longue maladie. Il faut avoir des problèmes de santé. Pas nécessairement en longue maladie. Les personnes qui ont des problèmes de santé peuvent faire une demande au titre de l'inaptitude. Cette inaptitude sera, examinée
par le médecin conseil de la sécurité sociale. Et si ces personnes sont reconnues inaptes, elles auront droit à une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans. Également, au niveau du régime général, il existe ce qu'on appelle la MTP, la majoration tierce personne. Bon, c'est le même principe que ce que nous a dit tout à l'heure Frédéric. On peut obtenir cette majoration tierce personne si on est reconnu inapte entre 62 ans et l'âge du taux plein maximum, c'est-à-dire au maximum avant 67 ans. Donc, il faut savoir que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité troisième catégorie qui passeront à la retraite à 62 ans, on continuera à leur verser cette majoration tierce personne sans faire de nouvelles demandes. Donc, le principe pour avoir une majoration tierce personne, hein, c'est avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir ce qu'on appelle les actes ordinaires de la vie, c'est-à-dire se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels. Donc, le montant de cette majoration tierce personne est aujourd'hui de 1 192,55 €. Donc, il faut savoir qu'elle n'est pas imposable et qu'elle n'est pas récupérable à la succession, comme certains minimums vieillesse qui peuvent exister au niveau du régime général. Voilà, je vais laisser la parole à Catherine. Merci Yves. Donc, voyons comment ça se passe pour les départs anticipés, donc pour la retraite complémentaire. Donc, l'IACantec s'aligne sur le régime général de la sécurité sociale pour les travailleurs en situation de handicap et pour les personnes en incapacité permanente. À savoir que seul le régime de base est habilité à déterminer si un agent est éligible à la retraite ou pas. Donc, en pratique, pour calculer la retraite IACantec, nous attendons d'avoir reçu la notification du régime donc, de base. Les périodes d'invalidité survenues depuis le 1er juin 1981 ou en cours à cette date peuvent donner lieu gratuitement à l'attribution de points à retraite. Donc, bien sûr, sous certaines conditions. Il faut être affilié au régime de l'IACantec au moment de la survenance de l'invalidité, bénéficier d'une pension d'invalidité ou d'une rente servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole et être en incapacité reconnue de moins les 2/3. Donc, le nombre de points sera égal au nombre de points annuels acquis avant la date d'effet de la pension d'invalidité. Donc, au moment de la retraite, l'agent devra nous fournir la copie de sa pension d'invalidité pour nous permettre d'effectuer le calcul. Là, voyons rapidement donc, les démarches pour demander la retraite IACantec. Donc, les agents doivent faire leur demande 4 à 6 mois avant donc, la date de départ. Ils peuvent le faire en ligne sur le site de l'IACantec, donc comme vous voyez dans la petite partie bleue tout en haut de l'écran, donc www.iacantec.retraiteaupluriel.fr, donc sur leur espace personnel, bien sûr, privilégier une connexion France Connect. Ils peuvent également contacter le centre de contact au 02 41 05 24 00, donc du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ou ils peuvent également contacter la GIACARCO au 0970 660 660. Nous avons un partenariat avec la GIACARCO, donc les agents d'AGIACARCO donc ils sont habilités à constituer donc les dossiers de demande de retraite. Donc ils sont là simplement pour aider et par la suite, une fois qu'ils ont que le dossier est complet, ils transmettent à l'IACantec pour que par la suite nous puissions procéder au calcul. Donc, pour terminer, sachez que l'IACantec accompagne les salariés pour préparer leur retraite, bien sûr, et on organise des conférences chez les employeurs qui portent sur le régime de l'IACantec. Nous sommes également présents sur les forums retraite et les salons. Enfin, nous proposons des entretiens information retraite multirégime à partir de 45 ans. Ces entretiens se déroulent par téléphone et pour pouvoir en bénéficier, l'agent doit avoir au moins
3000 points de retraite à Liacantec. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour vos besoins d'accompagnement. Je passe la parole à Frédéric. Voilà, donc je profite de l'écran. Si on peut revenir sur l'écran de Liacantec, en fait, voilà, la CNRACL, en fait, avec Catherine, on travaille dans le même service et à la CNRACL, on propose en fait le même type d'accompagnement pour les employeurs, c'est-à-dire des conférences éventuellement pour les salariés d'un employeur, on va dire, qui serait quand même susceptible d'inviter un certain nombre de salariés. Et puis, on est présent aussi également avec Catherine sur les forums retraite pour faire éventuellement des entretiens individuels. Et puis après, moi, je voulais aussi parler de nos employeurs référents et de nos partenaires surtout. Donc là, c'est sur l'écran suivant. Voilà, savoir que la CNRACL travaille en partenariat étroit avec les centres de gestion, qui ont des correspondants retraite qui sont hautement qualifiés sur bien les sujets dont on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le départ fonctionnaire handicapé ou l'invalidité du fonctionnaire. Voilà, ils sont susceptibles d'aider tous les employeurs qui sont affiliés au centre de gestion, tous les employeurs territoriaux. Donc n'hésitez pas à les appeler si besoin. Ce sont vos relais sur le terrain. Et puis pour les plus gros employeurs, sachez que moi-même ou mes collègues du service restons à la disposition pour éventuellement, voilà, les employeurs qui ont plus de 500 affiliés CNRACL peuvent bénéficier d'un accompagnement de formation particulier. Donc pour ça, si vous pouvez relever mon adresse mail et puis éventuellement m'envoyer un email si vous le souhaitez. Si vous êtes concerné, si vous avez plus de 500 affiliés à la CNRACL. Voilà pour les territoriaux. Pour les centres hospitaliers partenaires, bien c'est pareil, on en a sur plusieurs départements sur la région PACA. Voilà, et puis si vous n'avez pas le numéro de votre département, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et on pourra peut-être trouver des solutions si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé de tout type, information, conférences, etc. Parmi vous, il y a peut-être des employeurs d'État. Donc tout ce que je vous ai dit sur la réglementation, ça concerne aussi les fonctionnaires d'État puisque on travaille tous sur la base du Code des pensions civiles et militaires. Donc tout ce qui est partie réglementaire. Par contre, au niveau des procédures, là pour les employeurs d'État qui seraient parmi vous, je vous invite à prendre la tâche de vos partenaires habituels, c'est-à-dire du service des retraites de l'État ou éventuellement de votre service retraite du ministère concerné. Voilà, en tout cas pour la réglementation, c'est la même chose que pour les fonctionnaires territoriaux hospitaliers. Merci Frédéric. Concernant le régime général, il y a également plusieurs canaux qui sont à la disposition des assurés pour pouvoir les renseigner au mieux concernant leurs futurs droits à la retraite. Donc, les assurés peuvent composer le 3960. C'est un numéro, le prix d'un appel local. C'est un service qui est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour mémoire, la CARSAT Sud-Est a une organisation régionale. Donc, quel que soit le motif de votre appel, vous tomberez sur un conseiller de la région PACA. Mes collègues par téléphone peuvent fixer aux assurés un rendez-vous en agence et ou, en fonction de leur profil, organiser un rendez-vous téléphonique, en fonction de l'urgence également aussi. Les rendez-vous en agence peuvent se prendre directement aussi en ligne depuis notre site L'Assurance Retraite. Ça fonctionne comme Maya ou Doctolib ou directement par son espace personnel. Si les personnes rencontrent des difficultés à réaliser leur demande de retraite par Internet et qu'il y a une urgence également, un accueil France Service est à leur disposition. Donc, ce sont des agents qui sont habilités pour accompagner les assurés dans toutes leurs démarches administratives et notamment sur la formalisation des demandes de retraite en ligne. Quand je parle de demande de retraite en ligne, c'est la demande de retraite personnelle, c'est la demande de retraite de reversion, mais également tous les services que l'on a évoqués un peu plus tôt dans l'animation d'aujourd'hui.
Et vraiment, une notion à souligner, malgré qu'il y ait des agences de partout sur le territoire, les courriers doivent être envoyés par voie postale à l'adresse unique de notre siège qui se situe au 35 rue Georges, 13 386 Marseille. Voilà concernant le régime général. Merci Aurélie. Donc, je prends la suite pour l'IACantec. Pour contacter l'IACantec, vous pouvez soit le faire par le site internet www.iacantec.retraite.fr, donc bien sûr remplissant le formulaire de contact, ou sinon le centre d'appel qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc, vous avez à l'écran le numéro de téléphone donc pour les employeurs, le 09 70 80 93 29. Pour les actifs et les retraités, 02 41 05 25 25. Et nous avons un serveur vocal interactif, donc le 02 41 05 24 00. Donc rapidement, on va voir comment contacter la GIA Carco. Pour ceux qui auraient donc des droits complémentaires privés à GIA Carco. Donc ils sont joignables au 09 70 660 660 de 8h30 à 18h sans interruption. Merci de votre attention. Merci Catherine, merci à tous et toutes. Merci aux spectateurs qui nous ont rejoints et qui ont suivi ce webinaire. Je vous informe qu'il va y avoir un replay complet donc, de ce webinaire avec aussi la présentation qui sera disponible ainsi qu'une vidéo YouTube qui sera diffusée sur la chaîne du FIPHFP. Et donc merci à tous les intervenants encore. On va passer aux questions. Et excusez-nous, oui, pour l'indisponibilité de Thierry Allemand. Donc, je propose à Frédéric de prendre la parole sur un certain nombre de questions qui ont été posées pendant votre intervention. Donc, on a une première question qui est: est-ce que les conditions pour la période contractuelle, si l'agent devient handicapé bien après, va compter ? Alors non, non, il faut en fait le contrat, souvent, c'est des recrutements qui se font. C'est en fait une période de probation d'un agent justement handicapé, et c'est plutôt pour ce type de contrat. Donc je ne pense pas que il faudrait regarder précisément dans le décret. Je crois que le décret, vous l'avez dans le webinaire. Donc moi, je vous invite à faire la recherche. Et puis, si vous souhaitez qu'on vous documente là-dessus, on pourra le faire pour avoir une réponse précise. D'accord, merci Frédéric. Je vais passer à une autre question. Donc, la retraite anticipée pour la slide 31, si moins de 80%, comment fait-on pour le justifier ? D'accord, condition d'incapacité à la date de la demande, incapacité permanente de moins 80% à la date de demande. Oui, ça c'est pour les périodes. Donc la question, rappelez-moi la question. Donc si c'est moins de 80%, comment peut-on faire pour le justifier ? Ah ben on ne peut pas avoir droit au passage à cette commission CNAV. Voilà, ça fait partie des conditions pour que nous on envoie le dossier, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'envoyer à la CNAV. On va faire un rejet si la période, s'il n'y a pas de justificatif pour cette période, pour une période manquante, et si l'agent n'est pas handicapé à au moins 80%, on ne sollicitera pas un passage en commission CNAV, tout simplement. D'accord, merci. Encore une autre question, donc pour la MDPH et le département de la personne qui a posé cette question ne calcule pas systématiquement le taux d'IPP pour les demandeurs de RQTH. Quelles sont les alternatives qui pourraient exister ? La CNRACL peut-elle communiquer auprès de ses services la nécessité de systématiser ce calcul de taux ? Et oui, mais le problème, c'est que pour les périodes RQTH avant le 31 décembre 2015, il n'y a pas besoin de taux. Et après, on ne les prend plus. Donc,
pour nous, le problème ne se pose pas de cette façon-là. Ça serait bien plus facile si évidemment on avait un taux pour chaque période à justifier, en particulier quand on avait une RQTH et que après, eh bien, on a plus cette RQTH qui est pris en compte. Mais il faut d'autres documents et puis il faut surtout voir avec la MDPH. Nous, on n'est pas compétent en la matière. Hein, on fait simplement que constater pour la retraite les pièces justificatives. D'accord. Pour les pensions d'invalidité de la CNRACL, existe-t-il un système d'assurance prévoyance pour compléter ces pensions? Comment cela existe dans le privé? Et les employeurs FP ont-ils une obligation de souscrire une assurance de ce type pour leurs agents? Alors écoutez, moi, je ne suis pas franchement compétent en la matière. Hein. On n'est pas des assureurs. Ici, on est caisse de retraite et pour moi, il n'y a pas de. C'est pas prévu par la retraite en elle-même d'invalidité. C'est déjà une cotisation solidaire qui permet une restitution solidaire. Après, il y a certainement possibilité pour un employeur d'assurer auprès d'un organisme. Après, je ne connais pas lesquels. D'accord. Pour le délai des traitements de dossiers de la pension, sont-ils toujours de 6 mois? Alors, c'est 6 mois minimum. C'est-à-dire que, alors les délais de traitement, non, les délais de traitement, ça peut, tout dépend en fait de la complexité du dossier, des pièces fournies. Si effectivement il faut redemander d'autres pièces, ça peut demander un traitement supplémentaire. Mais en l'occurrence, on demande de toute façon aux employeurs de nous transmettre les dossiers en amont au moins 6 mois avant pour éviter justement la rupture de traitement. Et en ce qui concerne effectivement les dossiers d'invalidité, il y a des délais supplémentaires de traitement. Malheureusement, on est bien conscient que ça entraîne une grosse gêne pour les assurés, mais voilà, c'est les conditions matérielles actuelles qui ne permettent pas de répondre sur ce type de dossier dans des délais raisonnables. D'accord, merci Frédéric. J'ai une question pour Yves cette fois-ci. J'écoute. À quel âge peut-on prétendre partir à la retraite lorsqu'on a une pension d'invalidité du régime général plus une RQTH depuis 20 ans et qu'on est fonctionnaire? Alors, pension d'invalidité au régime général, on passe à la retraite à l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans. C'est-à-dire que, donc, pour rappel, hein, les pensions d'invalidité au régime général sont payées par les caisses primaires. Donc, les caisses primaires service invalidité paient les retraites. 6 mois avant 62 ans, ces personnes signalent aux assurés qu'ils vont passer à la retraite. Nous, CARSAT du Sud-Est, nous recevons également ce signalement. Donc, nous provoquons une demande de retraite. Nous envoyons une demande de retraite à l'assuré 6 mois avant pour que nous puissions prendre le relais à 62 ans. Donc, les pensions d'invalidité, c'est 62 ans. Alors, nous, faut savoir que la RQTH ne joue pas pour un passage à la retraite. Les personnes qui sont titulaires seulement de la RQTH ne sont pas reconnues inaptes d'office. Une personne qui a une RQTH qui n'a pas de pension d'invalidité, si elle veut passer à la retraite à 62 ans, il faudra qu'elle fasse une demande de retraite au titre de l'inaptitude. C'est-à-dire qu'on va lui remettre un certificat médical à faire remplir par son médecin. Ce certificat médical, nous, le service retraite, nous allons l'adresser au médecin conseil de la Sécurité sociale qui va apprécier l'inaptitude. Donc, pour répondre à la question, si la personne a une pension d'invalidité, cette personne est censée partir à la retraite à 62 ans. Elle ne peut s'opposer à ce passage à la retraite que si elle exerce une activité. C'est possible d'exercer une activité, de percevoir une pension d'invalidité sous certaines conditions de ressources. D'accord, merci Yves. Et merci Frédéric, merci Yves pour ces questions. J'ai pas d'autres questions pour l'instant qui ont été posées. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci pour votre attention. Nora, si tu veux reprendre la parole, tu peux essayer. Alors, on l'a vu. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Parfait. Alors, on l'a vu, hein,
les régimes de retraite, le sujet de la retraite, il n'est pas simple. Hein, j'en veux pour cause le nombre de régimes de retraite différents, 37, comme l'a spécifié l'un de nos intervenants. Ce qui est important, ce que je retiens, c'est le respect des délais et puis l'anticipation de ces délais du mieux possible. Et on sait, ce n'est pas forcément évident, et pour l'agent en situation de handicap et pour l'employeur. Comme l'ont dit les intervenants, vous avez aujourd'hui des caisses et des régimes qui sont en tout cas à disposition, avec une multitude de façons de contacter ces caisses de retraite, des rendez-vous qui sont possibles bien avant ces 6 mois potentiellement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui existent pour faire en sorte que le passage à la retraite des agents, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, se passe le mieux possible. Donc voilà ce que je retiens simplement. Je voulais remercier tout particulièrement l'ensemble des intervenants qui ont accepté de présenter cette thématique de la retraite et du handicap. Je les remercie vraiment très sincèrement. Thierry Allemand, je le sais, aurait vraiment particulièrement apprécié être à nos côtés, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Voilà, merci à tous. Et comme l'a dit William, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du FIPHFP ces prochains jours. Merci encore. Merci à tous et à toutes. Je ne sais pas si l'un des intervenants veut éventuellement prendre la parole. Je vais couper mon micro. Bon, moi, Yves, du coup, je vous remercie à tous. Merci à vous, Nora, et merci à William pour votre disponibilité, hein, votre sympathie aussi, ce qui ne gâche rien. Et merci à tous mes collègues intervenants. Et à bientôt, peut-être. Merci Yves, à bientôt. Alors, Frédéric, peut-être Catherine, Aurélie, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Aurélie, honneur aux dames. Merci Oui. Frédéric. Eh bien voilà, tout a été dit, hein, anticipation pour bien préparer, vérification du relevé de carrière. Vous avez vu qu'il y a plusieurs canaux pour pouvoir rentrer en contact avec nos services. Voilà, et il n'y a plus qu'à après. Merci pour votre intervention, vos interventions et votre invitation. Donc, je vais prendre la suite. Merci beaucoup pour votre attention à tous. Merci aux intervenants également, et surtout de nous avoir invités en fait à cet webinaire. Donc, bien sûr, concernant les Acantac, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour vos besoins d'accompagnement en tant qu'employeur. Donc voilà, merci à tous. Ouais, puis en ce qui me concerne, merci de nous avoir invités. C'était une thématique qui nous concerne, donc on aime bien faire partie de ce type de débat. Et puis merci aussi à nos partenaires qui ont accepté qu'on diffuse leur numéro de téléphone si vous avez besoin de les contacter. Donc n'hésitez pas à les solliciter en cas de en cas de difficulté de remplissage d'un dossier par exemple, ou du montage du dossier. Voilà, ils peuvent vous être utiles. Donc n'hésitez pas à les contacter. Merci. Bien. Est-ce que, William, tu veux dire un mot? Très bien. Alors oui, je veux juste dire aux personnes qui me demandent là si la présentation sera disponible en dehors du webinaire. Oui, vous allez la recevoir par email. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, merci à tous et toutes d'avoir participé. C'est la fin de ce webinaire. Et à bientôt pour d'autres webinaires. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci au public également. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne Au revoir. Merci, à bientôt. Merci.